Bienvenue dans le podcast Les Mycophiles, là où les professionnels et les experts des champignons nous parlent de leur métier, de leur passion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, je reçois monsieur Alain Tardif, docteur en santé intégrative, naturopathe et notamment expert en mycothérapie. Salut les myciculteurs et bienvenue donc dans ce nouvel épisode où j'ai l'honneur de recevoir monsieur Alain Tardif. Comment ça va, Alain? Ça va plutôt pas mal. Sauf que ça fait 2 mois que je vais aux champignons que j'en trouve pas, alors Il c'est un pleut. petit peu embêtant. Ah oui, je pense que c'est partout pareil. Ouais, Alors, ça dépend des régions. oui, Hmm. ok. Alors Alain, vous êtes naturopathe de profession, vous êtes Oui. docteur en médecine intégrative, Hmm. mais également auteur donc de plusieurs ouvrages. Alors sans tous les mentionner, vous avez écrit sur la santé, la forme, les élixirs floraux, les Hmm. plantes aphrodisiaques, l'oligothérapie, la phytothérapie et notamment le traité de mycothérapie, donc par lequel je vous ai découvert. Ouais. Alors vous avez une vision holistique du lien entre l'univers et l'être humain. Et vous Oui. avez également une école, donc l'Académie européenne des médecines naturelles, qui propose donc des formations sur la naturopathie et on peut les retrouver donc sur aenm.org. Donc vous aurez les liens en description. Oui. Et enfin, AEMN, hein. MN. AENM. MN. M MN. comme maman, N comme Nathalie. Merci pour la précision. Et enfin, vous avez créé donc une gamme de compléments alimentaires qu'on peut retrouver sur atanorbio.fr. Exactement. Donc tous les liens seront en description pour les gens que ça intéresse. Alors Alain, dites-nous quel est votre parcours par rapport aux champignons? Comment est-ce que vous êtes intéressé à la mycothérapie? Et enfin, est-ce que vous pouvez brièvement nous définir le terme de mycothérapie? Oui. Alors, la première partie de la question, c'était celle qui est la plus longue, si je puis dire. La réponse sera la plus longue. En fait, mon père, il me disait que j'ai commencé à m'intéresser aux champignons quand on allait en forêt. J'avais 2, 3 ans et un jour, il avait marché sur une girole et je voulais pousser son pied parce qu'il y avait une girole, il marchait dessus, quoi. Donc, j'avais vu qu'il y avait une girole. Donc, à 3 ans, je suis tombé dedans quand j'étais petit, en fait, hein. Vous aviez déjà Et à l'œil. l'âge de 10 ans, j'ai été inscrit, on m'a inscrit dans un club mycologique. Et là, j'ai vraiment appris d'abord les champignons, donc la classification des champignons, la taxonomie, les familles, les espèces de champignons, etc., etc. Bien sûr, j'ai ramassé les champignons aussi pour les consommer, hein, bien évidemment. Euh, et c'est bien plus tard, quand j'ai entamé ma formation de naturopathe dans les années 90, que je me suis intéressé à la mycothérapie. Partant du principe que les champignons euh, symbiotes, ceux qui sont symbiotes en tout cas, échangent avec les arbres, notamment les antibiotiques naturels. Et je m'étais dit, mais s'ils échangent les antibiotiques naturels avec les arbres, il n'y a aucune raison qu'ils ne fassent pas, qu'ils ne produisent pas les antibiotiques naturels pour les humains. Et donc, c'est partant de là que je me suis intéressé à l'usage médicinal des champignons. À cette époque-là, dans les années 90, il y avait déjà un mycologue américain qui s'appelle Paul Stamets, qui avait déjà écrit un petit ouvrage pionnier, on va dire, sur les champignons médicinaux. Et donc là, je me suis dit, il faut creuser. Il y a vraiment beaucoup d'espèces certainement à mettre en exergue, hein, qui sont médicinales, pardon. Et donc c'est à partir de là que je me suis intéressé à la mycothérapie. Alors la mycothérapie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va dire que c'est aux champignons ce que la phytothérapie est aux plantes. Hein, on peut faire ce parallèle
tout à fait judicieusement. Et partant de ce principe, comme en phytothérapie, il y a beaucoup de plantes qui sont utilisées. La pharmacopée française, euh, ça représente peut-être 400 plantes, voire plus, hein, à peu près. Déjà de plantes non toxiques. Et dans les compléments alimentaires, on trouve facilement 300, 400 espèces de plantes non toxiques. Je me suis dit, eh bien, les champignons, certainement qu'il y a une richesse médicinale chez les champignons qui peut être aussi importante que chez les plantes. Donc actuellement, dans mon ouvrage Le traité de mycothérapie, j'ai recensé une centaine d'espèces médicinales. Hein. Mais il y a beaucoup d'études qui sont faites à l'heure actuelle, d'études scientifiques, qui semblent montrer que beaucoup d'autres espèces pas encore étudiées ont des propriétés médicinales. Donc on est au début en fait. Hein. On est au début. Même si les Chinois et les Japonais ont toujours pratiqué la mycothérapie, il y a toujours des espèces utilisées en Chine, au Japon, qui étaient répertoriées dans leur pharmacopée depuis très longtemps. En Europe, on a eu quelques champignons qui étaient utilisés, enfin, dans la médecine populaire, on va dire, et même vantés par des médecins comme Galien, comme Hippocrate, etc. Mais c'était un peu le parent pauvre. Hein. Les champignons, on les voyait plutôt sous l'angle soit gastronomique, soit l'angle du poison dont on pouvait se servir pour éliminer quelqu'un. Voilà. Voilà. Ou dont il fallait se méfier. D'accord. Justement, dans le monde mycologique, on trouve vachement d'espèces de champignons. Alors, selon vous, est-ce que toutes les espèces, elles peuvent avoir un intérêt thérapeutique, ou bien est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, une catégorie donc de champignons qui sont principalement comestibles, comme le cèpe, vous citiez la girole, et une catégorie champignons médicinaux? Est-ce que ces deux catégories existent vraiment, ou est-ce que Non. finalement tous les champignons peuvent être thérapeutiques? Alors, on ne peut pas distinguer comme ça, classifier en ces deux catégories pour la bonne et simple raison que beaucoup d'espèces comestibles sont aussi médicinales. Le fameux shiitake, par exemple, qui est bien connu hein, au Japon comme médicinal, c'est aussi un des plus réputés comestibles au Japon. Et d'ailleurs, on le cultive en Europe comme champignon comestible. Le cèpe, très riche en germanium et en sélénium, c'est un champignon médicinal également. La girole également est médicinale. La maïde des Césars qui est le champignon mythique que rêve de trouver tout ramasseur de champignons, eh bien, il est utilisé, on en trouve au Mexique, et il est utilisé par les peuples mixtèques au Mexique comme antioxydant. C'est un antioxydant. La truffe, la fameuse truffe noire, est réputée aphrodisiaque. Hein. Donc, les champignons comestibles sont aussi médicinaux. Après, il y a des non comestibles parce qu'ils sont trop durs, trop ligneux, un peu trop amers, qui sont aussi médicinaux, comme parmi tous les polypores, hein, le fameux reishi est à la fois ligneux, donc dur, et amer. Donc on peut pas le consommer comme ça à la poêle, hein, bien sûr. Donc c'est un champignon médicinal. Et puis il est toxique. Hein, on peut parler de la mouche, qui elle est toxique, mais qui est utilisée en homéopathie. Bien sûr, en homéopathie, pas à dose pondérale. Hein. On va pas la cuisiner pour la consommer puis se soigner avec. Hein, attention. En homéopathie, c'est une préparation qui existe sous le nom de Agaricus muscarius, qui est proposée par Boiron et les autres gros labos d'homéopathie. Hein. Donc, c'est le seul champignon toxique qui est utilisé. On pourrait utiliser les autres toxiques en homéopathie également, puisqu'en homéopathie, on utilise les toxiques à microdose pour en faire des principes actifs utiles. Hein. Donc, on pourrait utiliser les autres toxiques, mais on ne le fait pas. Ce qui est un peu dommage à mon avis. Hein. D'accord.
Très bien. Ben, merci pour. On y reviendra sur ce champignon toxique. Mhm. Du coup, parmi tous ces champignons, alors, qu'est-ce que c'est les grandes molécules d'intérêt qu'on retrouve et leur effet éventuellement sur le corps humain? Et est-ce qu'il y a des molécules donc qu'on retrouve dans tous les champignons, ou bien est-ce que chaque champignon peut avoir une utilisation précise en mycothérapie? Alors, il y a bien sûr des indications spécifiques pour bon nombre de champignons. On peut citer parmi les lactaires, comme le lactaire délicieux et le lactaire poivré, qui sont des désinfectants rénaux, par exemple, hein. On peut citer le Hericium, qui est un régénérant neurologique et qui est un protecteur de la muqueuse de l'estomac. Donc ça, ce sont des propriétés quand même assez spécifiques. Et puis après, il y a une molécule qu'on retrouve dans bon nombre de champignons. C'est le fameux bêta-1,3-D-glucane. Le bêta-1,3-D-glucane, c'est une substance immunostimulante, très puissante. Les Japonais l'utilisent en médecine intégrative dans le traitement du cancer, en adjonction aux chimiothérapies. C'est presque une chimio naturelle au Japon, hein. Et donc le bêta-1,3-D-glucane, le docteur Kousmine pensait on trouvait du bêta-1,3-D-glucane dans presque 700 espèces de champignons, hein. Donc c'est une Considérable. molécule qui est très commune dans la plupart des champignons. On en trouve beaucoup dans le shiitake, on en trouve dans le maitake. Le maitake, ça représente déjà deux espèces de champignons. On en retrouve dans l'Agaricus blasei, qui est assez proche du champignon de Paris. Et on en trouve dans la levure. Les levures sont des champignons aussi, etc., etc. On en retrouve dans pas mal d'autres espèces, hein, du bêta-1,3-D-glucane. Donc c'est ce qui fait un point commun à beaucoup de champignons. Ils sont très souvent immunostimulants. Après, vous avez des molécules spécifiques, hein. Euh, Par exemple, le cordyceps, qui est un champignon. Alors, il y a l'espèce chinoise, Cordyceps sinensis, qui contient de l'acide cordycépique et de la cordycépine. Ces deux substances sont des très puissants toniques musculaires, toniques hormonaux, adaptogènes, entre autres, hein. Également protecteurs hépatiques. Donc ça, c'est des molécules spécifiques. Le reishi lui en contient beaucoup de sortes de molécules spécifiques. L'acide ganodérique, le ganodermontriol, etc., etc. Et il contient beaucoup de substances spécifiques. Mais il contient aussi un bêta-1,3-D-glucane. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. Le shiitake contient ce fameux bêta-1,3-D-glucane, mais il contient aussi une molécule spécifique qu'on appelle le lantinane. Voilà. Hein. Ok. Très, très intéressant. Et du coup, parlons un peu des préparations en mycothérapie. Alors, est-ce que, est-ce que chaque préparation a une utilisation spécifique, ou bien est-ce que c'est les molécules qui sont spécifiquement contenues qui ont un intérêt donc pour le soin? En gros, est-ce que c'est plutôt la molécule ou la manière dont on la prépare qui va avoir un effet? Alors, il y a les molécules, bien sûr, ont un effet, hein, évidemment. Euh, la plupart de ces molécules peuvent subir le chauffage sans aucun problème. Euh, Ça reste efficace après chauffage. Je dirais même c'est mieux pour le shiitake et pour le maitake de les chauffer parce que non chauffés, ils contiennent une substance allergène, potentiellement allergène pour une personne sur 10 000 personnes. Ça peut provoquer des éruptions de boutons géants assez désagréables, hein. Donc il y a une Ok, sorte d'intolérance, on va dire, hein. Alors que quand c'est chauffé,
eh bien, le maïtake et le shiitake ne provoquent pas ça. Donc, il vaut mieux utiliser des extraits de champignons qui ont été extraits par décoction, ébullition, décoction, plutôt que simplement du champignon juste séché. Voilà. Avec les gélules, par exemple, on peut avoir des problèmes d'intolérance sur certains champignons. On a noté aussi une forme d'intolérance aux champignons séchés de reishi, donc il vaut mieux là aussi l'extraire par décoction. Notamment le reishi juste séché, on a noté des problèmes hépatiques chez certaines personnes, ce qui est paradoxal parce que le reishi est utile pour le foie sinon. Donc il vaut mieux extraire les champignons par ébullition, décoction ébullition. Ensuite, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Il vaut mieux utiliser le carpophore plutôt que le mycélium. D'abord, le mycélium, il va pousser dans un substrat culture. Et dans le substrat culture, vous avez peut-être 10% de mycélium pour 90% de substrat culture. Donc, comme on ne peut pas séparer le mycélium du substrat de culture, vous comprenez que un produit à base de mycélium contient aussi beaucoup de substrat culture. Et donc, ça ne sera pas très efficace. Ensuite, quand on ramasse ce champignon, le carpophore, donc, on sait ce qu'on ramasse. Quand on broie du substrat de culture à du mycélium du champignon, il peut y avoir des mycéliums qui arrivent également et se développer dans le substrat de culture sans qu'on l'ait voulu. Donc, on ne sait pas ce qu'on fait quand on n'utilise que le mycélium, en fait. Je préfère vraiment 1000 fois l'utilisation du carpophore. Donc, le carpophore, on va le faire sécher, en général. On va le couper en lamelles ou le réduire en poudre. Et après, on fait une décoction de manière à extraire les principes actifs, à les rendre beaucoup plus biodisponibles de ce fait, puisqu'en version liquide, les principes actifs sont présents en solution et sont intégrables, absorbables au niveau intestinal beaucoup plus facilement. Voilà un Ok. petit peu ce que je peux dire à Ok. ce sujet-là. Merci pour la précision. Du coup, en fait, quand je me fais un cèpe à manger ou bien des shiitake, en fait, je fais quelque part de la mycothérapie en les cuisinant et en les mangeant, j'intègre directement donc les bienfaits. Il y a pas de, enfin, les molécules, elles sont donc pas altérées par la chaleur. Est-ce qu'il y a des champignons qui peuvent être, enfin, ou des molécules spécifiques qu'il faut pas cuisiner, qui vaut mieux broyer et Non, réduire en alors, poudre? justement, chez les champignons, on constate que les molécules les plus instables à la chaleur sont plutôt des molécules toxiques. Euh, c'est pour ça que il y a des champignons qui sont comestibles uniquement cuits et jamais crus, comme la maïte rougissante, comme le bolet à pieds rouges. Ces champignons-là, crus, contiennent des hémolysines qui font éclater les globules rouges. Alors, modérément, évidemment. Donc, on risque pas de mourir avec, mais ça fait quand même éclater les globules rouges. Donc, ça peut poser des problèmes de santé. Et il y a la morille. La morille, il faut absolument la cuire. Absolument la cuire. Il y a des hémolysines de la morille. Donc, la morille crue est un peu toxique. Et cette toxicité s'élimine avec... D'accord. Ok. Parlons-en de la toxicité. Donc, nous parlions de l'amanitumouche tout à l'heure, qui contient donc des molécules Mhm. toxiques. Oui. Comment ça se fait qu'il est toxique lorsqu'on le mange donc à haute dose, et comment est-ce qu'il peut devenir bénéfique à faible dose? Alors, en fait, il contient deux molécules, ce champignon. L'acide iboténique, qui est un puissant excitant, qui a une action sur les récepteurs de glutamate. Donc, action très excitante, très stimulante des perceptions et des sensations, ce qui donne un effet hallucinogène, mais aussi un effet d'hyperexcitation nerveuse, avec des décoordinations des mouvements, pupilles dilatées, etc. Bref.
Ok. Un peu un état de transe en quelque sorte. Et ensuite, cette molécule, l'acide ibothénique, se métabolise en une autre molécule qui s'appelle le mucimol. Et le mucimol est un puissant calmant, on va dire, qui nous met en état de léthargie. Alors, en fait, donc à haute dose, à dose pondérale, on va dire, c'est ces effets-là qui vont s'exprimer. Et ça sera neurotoxique parce que notamment dans la phase d'excitation, où on accumule les effets proches du glutamate, on va quelque part euh, affaiblir les neurones qui seront excessivement sollicités. Et éventuellement, on va en tuer des neurones. Alors, en homéopathie, on dilue et on dynamise les mélanges de manière à ce que les molécules de départ fassent l'effet inverse sur notre santé. Et par conséquent, la maladie-mouche, qui peut provoquer des états de transe, des états de délire, de délirium, peut être utile justement pour limiter un état de délirium lorsqu'on le prend en homéopathie. Par ailleurs, la maladie-mouche va provoquer des gastro-entérites. Eh bien, en homéopathie, ça fera l'effet inverse, ça agira ce gastro-entérite, et ainsi de suite. Ça, c'est le principe de l'homéopathie, hein, où le toxique dilué devient l'inverse du toxique. D'accord, très intéressant. Ok, j'apprends, je continue d'apprendre dans cette conversation. J'ai une question, Alain, un peu plus politique. Donc, Mmh, le tramette versicolore, il était donc autrefois autorisé en France. mmh, Aujourd'hui, il est plus disponible. Donc, mmh. pourquoi? Est-ce que c'est donc politique? Est-ce que c'est pour la protection des consommateurs? Notamment, il était utilisé en mycothérapie avec des bienfaits donc contre le cancer. Oui. Alors, il n'est pas le seul d'ailleurs, hein. Le plus puissant anticancéreux, c'est un champignon qui est autorisé qui s'appelle le chaga. Mais le Coriolus versicolore, ou Tramède versicolore, euh, c'est un champignon qui est utilisé au Japon à titre traditionnel. Au Japon, il l'appelle le kawaratake. Et ce champignon est considéré au Japon comme un champignon à effet digestif. Ils le coupent en lamelles, ils mélangent à du thé, et ils en font des infusions digestives. En Europe, il n'est pas interdit partout. Par exemple, il est autorisé en Allemagne. Mhm. Je crois qu'il est autorisé aussi en Espagne. En fait, le tramède versicolore est considéré comme ce qu'on appelle un novel food, un aliment nouveau. D'accord. Et donc son statut fait que dans l'Union européenne, pour l'autoriser dans un pays, il faut déposer un dossier d'autorisation comme aliment nouveau dans le pays en question. Et donc D'accord. les Allemands, bah, il y a des sociétés allemandes qui l'ont fait certainement, en Espagne aussi, et en France, pour l'instant, personne ne l'a fait. Donc, c'est toujours possible potentiellement de l'avoir en France à condition de C'est faire. pour, c'est possible de l'avoir en France à condition de déposer les dossiers européens. Ça fait certainement beaucoup d'administratifs. Personnellement, j'ai un peu renoncé. Enfin, j'ai pas cherché à le déposer, hein, le dossier. D'accord. Maintenant, rien n'empêche à des consommateurs en France de l'acheter via Internet en Allemagne ou en Espagne, hein. C'est là un peu la bizarrerie Oui. de la législation française et européenne. Et puis c'est vrai qu'en France, on est toujours un peu plus pénible, on va dire, un peu plus pointilleux, un peu plus tracassier, je sais pas si on peut parler comme ça, c'est un mot un peu pas très joli, mais bon, on aime bien les tracasseries administratives Oui. pour empêcher, limiter tout ce qui est compléments alimentaires en général. Bon.
Ça, mais il y a des lobbies derrière tout ça, évidemment, hein. Et puis des méfiances, et puis une culture. Hein. En France, on n'a jamais tellement aimé les médecines douces, alors que en Allemagne ou en Angleterre, ça a toujours été reconnu. Hein. Bon, D'accord. voilà, Ok. Bon, ben, pour ceux qui sont motivés, vous savez quoi faire voilà. pour. Et alors c'est dommage parce que c'est un champignon qui est tellement commun. On en trouve partout de ce tramètre versicolore. On en trouve même aux portes de Paris, au bois de Vincennes, il y en a du tramètre versicolore. Ça pousse partout. Ça C'est pousse vrai. partout et c'est très facile à cultiver. Hein. C'est- Donc, il n'y a aucune toxicité, il n'y a aucun problème à utiliser ce produit-là. Donc, pourquoi on n'a pas le droit de l'employer? Bon, Le point d'interrogation. pourquoi c'est un novel food? Ouais, Euh, honnêtement, je cherche même pas à comprendre les méandres de la société actuelle. je comprends parfaitement. Je partage ce point de vue. J'aimerais revenir avec vous donc sur la qualité donc des champignons. Alors Hmm. ma question, c'est est-ce que la qualité des champignons donc elle influence le remède final, notamment par rapport au substrat sur lequel ils poussent. Donc je prends un exemple, moi en tant que cultivateur de champignons, justement, si je récupère un tramètre que je trouve sur un bouleau et je vais le faire pousser, mais sur un autre feuillu, par exemple du chêne. Est-ce que la qualité du champignon qui va en ressortir, donc ces composés médicinaux, elle risque d'être altérée par ce changement de substrat, par exemple? Alors, non, déjà les tramètres, il me semble pas qu'ils poussent sur du boulot. Euh, ils poussent des feuillus, oui, mais je pense pas qu'ils poussent sur du boulot. Il doit pousser sur du chêne, du charme. Euh, il doit pouvoir pousser sur le châtaignier, je crois aussi. Il peut pousser sur d'autres types d'arbres. Après, est-ce que la nature de l'arbre influe? Euh, peut-être. J'ai pas de réponse absolue. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des champignons comme le chaga, par exemple, ou le polypore du bouleau, qui développent leurs propriétés parce qu'ils poussent sur du bouleau. Et D'accord. le chaga, par exemple, va transformer la bétuline du bouleau en acide bétulinique. Si on le trouvait sur du chêne, il ne ferait pas ça. Mais en même temps, il pousse pas sur le chêne, le chaga, il pousse sur du bouleau. Donc, évidemment, la nature du substrat peut être importante. Mais moi, je trouve que le problème n'est pas tellement au niveau de la nature de l'arbre sur lequel il pousse. C'est plutôt pour moi, le problème, ça réside plutôt dans la qualité du substrat. Est-ce que le substrat est bio ou pas bio déjà? Oui. Parce que les champignons peuvent concentrer les métaux lourds, parce que les champignons peuvent concentrer des pesticides. On peut citer par exemple le cordyceps, où sauvage, il a parfois donné des intoxications au plomb, et donc il vaut mieux qu'il soit de culture bio. Euh, et donc, j'ai tendance à dire attention à la provenance du champignon. Attention, est-ce qu'il est certifié bio ou pas? Si c'est certifié bio, il n'y a aucun problème. On peut y aller. Euh, il a été cultivé sur des substrats sains, bio, dépourvus de polluants. Euh, s'il est de ramassage sauvage, il est ramassé dans des régions où il n'y a pas de pollution. Alors on va me dire les pollutions, elles voyagent par l'air, mais il y a des limites hein, quand même. En pleine Ardèche ou en pleine Creuse, il n'y a pas autant de polluants, ou même très très peu de polluants comparé à la Beauce, par exemple. Hein. Bon. Donc, il faut faire attention à l'origine du champignon. Et puis, s'il est de culture, ben, il faut qu'il soit bio. Voilà, hein, de préférence. Ok. Donc, alors je récapitule. Donc
pour choisir, alors je sais pas si ça s'applique au complément, mais du coup, le complément, il vaut mieux qu'il soit donc à base de champignons, hein. Il faut qu'il soit Ouais, bio. Il faut pas oui, qu'il soit issu de mycélium, donc de carpophore, pour vraiment avoir quelque chose de concentré. Il vaut voilà, mieux qu'il soit liquide pour être biodisponible. voilà. Et après, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit regarder pour quelqu'un qui souhaiterait acheter justement des compléments alimentaires à base de champignons? Comment on choisit un bon complément finalement? Alors, moi, je trouve que ce qui existe actuellement sur le marché, que ce soit en liquide, en flacon ou en ampoule, c'est tout à fait valable. Dans les gélules, il y a vraiment à boire et à manger, si je puis dire. Parce que il faut regarder la concentration du champignon. Il y a des fabricants qui produisent des gélules où dans une gélule, il y a 60 milligrammes d'extrait sec de champignons. Et il y a d'autres fabricants qui, pour une gélule, il y a 300 milligrammes, pardon. Donc 60 milligrammes pour l'un, 300 milligrammes pour l'autre. D'accord. Et donc il y a des gélules, il y a 5 fois moins de shiitake que dans d'autres gélules. Il faut regarder ça. Euh, Évidemment, ceux où il y a 60 milligrammes de champignons, ils vont vendre le produit à bas prix, faisant croire que c'est pas cher. En réalité, quand on regarde en fonction de la quantité de champignons qu'il y a dans les gélules, c'est 2 fois plus cher que ceux où il y a 300 milligrammes de champignons. Hein. D'accord. Donc, Oui. il faut vraiment regarder ça. Le problème, c'est que euh, il y a toujours des gens qui vont jouer sur les concentrations. Voilà. Hein, c'est là le problème. Hein. Et D'accord. en jouant sur les concentrations, ils vont baisser les prix pour faire croire qu'ils sont beaucoup moins chers que les autres. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Ok. C'est noté. Merci beaucoup du conseil, Alain. Euh, du coup, au même titre que l'industrie du pharmacie, elle peut proposer un médicament pour une maladie. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un champignon pour une maladie? Est-ce que on peut trouver dans la nature un champignon donc pour chaque pathologie qui existe? Finalement, est-ce que il y a une solution à tout dans la nature? Alors, je répondrai oui et non. En fait, déjà, on peut pas tellement parler de maladies parce que ce sont pas des médicaments, ce sont des compléments alimentaires. Donc, ils vont renforcer plutôt l'organisme, la physiologie, euh, le, la santé d'un organe, de manière à limiter les causes profondes des maladies. Donc, on n'agit pas de manière symptomatique, hein, sur les symptômes, on agit plutôt en amont sur le terrain de santé. Après, il y a des champignons polyvalents et il y en a qui sont spécifiques. Mais c'est comme en phytothérapie. Hein. Euh, Par exemple, le cordyceps, il est très polyvalent. C'est un protecteur du foie, régulateur immunitaire, protecteur des poumons, notamment en cas de tendance allergique, respiratoire, protecteur rénal, stimulant musculaire. Il va stimuler le système hormonal. Il va même stimuler la spermatogénèse. Il va avoir un effet aphrodisiaque, etc., etc. Hein. Il est D'accord. antioxydant. Bon, il est polyvalent. Et il y en a qui sont beaucoup plus spécifiques. On peut citer par les pleurotes. Les pleurotes sont brûleurs de graisse, hypocholestérolémiants, hypoglycémiants, hypotenseurs, amincissants. Donc c'est vraiment le pleurote va correspondre au terrain de la personne un peu en obésité, pléthorique, qui a tendance à faire des maladies cardiovasculaires ou des diabètes de type 2. Voilà. Hein. Donc c'est beaucoup plus spécifique. Hein. Donc on a des polyvalents et des spécifiques. Ok. Du coup, le champignon, par sa nature, si je comprends bien, il est plutôt préventif que curatif. C'est bien ça? Bah, il est préventif. On va dire qu'il est curatif parce que il va limiter les conditions d'apparition de la maladie ou de D'accord. développement de la maladie. Mais c'est un curatif en amont. Il va pas D'accord. agir sur les symptômes. Hein. Ok. C'est pas l'allopathie, quoi. D'accord.
Et du coup, est-ce que la mycothérapie, elle peut trouver des synergies avec d'autres types de traitements classiques, si on peut dire médicamenteux, ou avec d'autres traitements naturels, par exemple la phytothérapie? Et est-ce qu'il existe des interactions qui sont potentiellement négatives entre les médecines dites naturelles? Oui, alors effectivement, les champignons sont complémentaires des autres produits de phytothérapie et autres, hein, bien sûr, mais aussi complémentaires de la médication classique, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les champignons, on agit en amont, donc pas de manière symptomatique, et avec les médicaments, on agit de manière symptomatique. Donc ça va être très complémentaire, hein. Euh, alors maintenant, effectivement, il y a des champignons qui sont contre-indiqués, croisés avec des traitements médicamenteux. Notamment, on peut citer le cas du chaga, qui est un fluidifiant du sang. Donc, on peut pas le donner à quelqu'un qui est sous fluidifiant sanguin. Ou alors, on peut pas le donner à quelqu'un qui a une tendance hémorragique. On peut pas le donner à quelqu'un qui sera sous chimio avec chute des plaquettes. Parce que dans certains cas, les chimiothérapies peuvent provoquer une chute du taux plaquettaire au niveau sanguin. Alors les plaquettes, c'est ce qui permet la coagulation. Alors le chaga, si c'est un fluidifiant du sang, il peut aggraver les tendances hémorragiques. Donc là, on peut pas le donner dans ces cas-là, hein. Ça veut dire que quelque part, il faut être vigilant quand on donne ce champignon euh, et ne pas le donner à des gens qui peuvent développer une tendance hémorragique. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, parmi tous les champignons médicinaux qu'il existe, est-ce que vous avez, Alain, une préférence, un champignon vraiment que vous affectionnez? Et si oui, pour quelle raison? Oh, bah, c'est difficile de répondre à ça, hein. C'est comme si vous allez dans une déserte, quel livre vous emmenez en priorité, ou quel disque de musique vous avez envie d'emmener en priorité. On a envie d'en emmener plusieurs. Après, bah, il y a quand même, je vais en citer deux, si vous me le permettez, Bien sûr. pour lesquels j'ai une affection particulière, on va dire. Le chaga, parce que c'est un champignon qui ressemble à rien, on va dire. C'est un chancre. Sur le boulot, ça fait un chancre, comme une sorte de cancer. Et c'est un produit, d'abord, c'est le plus puissant antioxydant connu, tout confondu, hein. Il est 10 fois plus antioxydant que la myrtille. C'est pour dire, hein, à quel point c'est un puissant antioxydant. Donc, il est utile, bien évidemment, pour limiter les dégradations des cellules, y compris chez les gens qui ont un terrain cancer. C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est fait connaître, ce champignon, parce que on l'appelle le champignon de Solzhenitsyn, car ce grand écrivain russe, en 48 ou 49, 1948 ou 1949, j'ai pas la date exacte, il sort d'un goulag et puis il apprend qu'il a un cancer de l'estomac. Aïe. Il va se faire soigner à Tachkent, à l'hôpital de Tachkent. Et là, il y a un médecin qui s'appelle docteur Maslenikov, oui, je crois que c'est ça, Maslenikov, oui, c'est ça, qui lui dit qu'il a entendu parler d'un champignon que les paysans de Sibérie consomment beaucoup au petit déjeuner en infusion, en décoction, comme du café, on va dire, ou du thé. Donc chauffé. Voilà. Et ces paysans n'ont jamais de cancer. Et donc, ils essayent ce chaga. Et Solzhenitsyn guérit du cancer de l'estomac en 48-49, hein, quand même. Ah oui. À une époque où le cancer était, il n'y avait pas beaucoup de traitements, on va dire, hein. Oui, j'imagine. Voilà. Et donc, il en a écrit un livre qui s'appelle Le Pavillon des cancéreux. Et donc, c'est un extraordinaire champignon qui pourrait, à mon sens, figurer en médecine intégrative en traitement comme un des piliers des traitements des cancers
en complément des chimios et des radiothérapies. Alors, avec la petite restriction, c'est que si la chimio provoque une tendance hémorragique, on ne peut pas le donner, malheureusement, ce chaga. Mais Oui. c'est un champignon très intéressant. Que j'ai eu l'occasion de goûter en décoction d'ailleurs. Parce que j'en ai acheté en poudre, j'ai fait des décoctions pour voir le goût que ça avait. Ça rappelle vaguement le café. Hein. Bon. D'accord. Et, euh, et c'est pas mauvais. Et puis il y a le cordyceps. Alors le cordyceps, c'est merveilleux. C'est un champignon qui est un puissant tonique général. Moi, je l'ai inclus dans un produit que j'ai baptisé le Dynamix, qui est un produit pour les sportifs de haut niveau notamment et les sportifs amateurs. C'est un champignon qui augmente la résistance à l'effort. C'est un champignon qui augmente la résistance physique, qui augmente la concentration nerveuse, la lucidité, qui augmente la capacité de récupération physique. Des athlètes chinoises dans les années 90 en ont pris, se sont entraînées en ont pris pendant leur entraînement Hmm. et elles ont explosé des records en course de demi-fond. Ah Donc, oui. ah oui, donc Est-ce que c'est ça, considéré comme dopant? ah non, non, Ok. c'est pas un produit dopant. D'ailleurs, moi, mon produit Dynamix, il est autorisé par Sport Protect, qui garantit qu'il n'y a pas de problème avec le dopage avec ce produit-là. Ok. Donc, le cordyceps, c'est pas un dopant. Simplement, euh, c'est un puissant antioxydant également, antitoxique, qui augmente la résistance physique, qui augmente l'efficacité musculaire. Et donc, c'est vraiment un champion très intéressant pour les sportifs de haut niveau. Hein. Et puis, ça améliore aussi la récupération physique. Ok. Super intéressant. Trop- Ça donne envie de consommer du chaga et du cordyceps en tout cas. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, c'est intéressant. Alors, Alain, parmi nos auditeurs, il y en a qui sont très certainement intéressés par la mycothérapie, du coup, Mhm. surtout s'ils sont arrivés jusqu'ici. Est-ce que vous avez des conseils pour les gens donc qui veulent se lancer? Est-ce qu'on peut se soigner seul avec de la mycothérapie? Est-ce qu'on peut se professionnaliser? Est-ce qu'on doit se former? Ah, il vaut mieux se former quand même, hein, si on veut. Alors évidemment, si on veut se traiter soi-même, on peut se fier aux plaquettes d'information, au, À à ce votre qui peut livre? être, à mon livre aussi, etc. Bon, il y a pas mal de moyens d'information. Si par contre on veut conseiller des produits, là, il faut se former. Hein. Alors moi, dans mes formations de naturopathie, il y a un cours de mycothérapie qui dure 18 heures, voilà, soit un week-end ou alors en semaine, je propose 3 jours à 6 heures par jour. Mais il faut se former. Il faut se former. Hein. On ne peut pas se lancer comme ça. Hein. Euh, Il y a trop de gens qui jouent aux apprentis sorciers et, et puis surtout qui vont promettre des résultats, ce qui est l'apanage du charlatanisme. Donc non, non, il faut se former. Hein, ça, c'est impératif. Il faut se former si on veut conseiller pour d'autres. Ok. Voilà. Merci, merci de ces conseils. Merci d'ailleurs de cette interview avec vous, Alain. Euh, pour finir, où est-ce qu'on peut vous suivre? Où est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, quelque chose que vous voudriez partager? Alors oui, j'ai plusieurs choses que je peux partager. J'ai une chaîne YouTube. Il y a maintenant quasi 7000 abonnés d'ailleurs. J'ai dépassé le 7 millième abonné. Où il y a des vidéos sur les champignons, mais pas que. Il y en a aussi beaucoup sur la phytothérapie, sur les plantes, sur les élixirs de fleurs, etc. Euh, j'ai un groupe Facebook sur, là encore, euh, la naturopathie, la phyto, etc. et les champignons. J'ai un site internet qui est intéressant. C'est un site d'information que je peux citer, qui s'appelle, je vais vous dire exactement le nom exact du site. Euh, il s'appelle mycobota.fr. Donc mycobota, M-Y-C-O-B-O-T-A.fr.
où là, il y a presque 900 fiches de plantes et de champignons médicinaux comestibles et toxiques. Et bientôt, il y en aura encore plus parce que j'ai une réserve de photographie assez importante. Donc voilà quoi, hein. Puis Il y a après, de quoi ben, faire. ceux qui veulent se former, ils peuvent aller sur mon site internet, le site de ma formation, aemn.org. Et là, ils vont trouver les informations sur mon école de naturopathie. Ok. Dans tous les cas, vous retrouverez donc tous les liens que vient de citer Alain en description. Écoutez, ben, encore merci beaucoup de votre temps, Alain. C'était très plaisant, j'ai appris plein de choses et je suppose que les auditeurs aussi. Eh Et, bien, euh, j'espère aussi. et j'espère vous revoir, vous retrouver bientôt. Eh bien, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt également. Merci beaucoup, Alain. Au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur la culture des champignons, rendez-vous sur notre site internet cultiverleschampignons.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement votre e-book pour commencer la culture des champignons. À bientôt!